Jeudi, jour de paye de vacances. Je me permets de me glisser dans vos oreilles en ce mois de juillet pour vous souhaiter des belles vacances, mais aussi faire le bilan. Je sais pas pour vous, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je tombe en vacances, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire de mieux, qu'est-ce que va m'attendre après mes vacances. C'est un moment pour relaxer, mais aussi de me questionner, puis de revenir peut-être après les vacances énergisé, puis dans une meilleure version de moi-même. Je regarde, on clôt la saison numéro 1 de Podcast Leader RH avec un sentiment d'accomplissement, oui, puis de fierté. Sincèrement, cette idée-là, je l'ai dans la tête depuis longtemps. Puis l'idée du podcast, je pensais pas que ça allait donner cet impact-là. Je me considère choyé que au début, c'était des amis, des connaissances que je dis, hey, regarde, viens t'asseoir, j'ai une idée, je veux faire un podcast, là. Viens t'asseoir, on va jaser. Puis, regarde, si c'est pas bon, là, c'est pas grave, on flushera ça, puis au pire, on aura une conversation. Puis, je me suis fait prendre au jeu d'aimer ça. Je me suis fait prendre au jeu de convaincre des gens en dehors de mon réseau qui, au début, on le sait, les RH, on n'est pas habitué de se mettre de l'avant-plan, puis de parler, puis de se mettre à l'avant-scène, dire « Ah, mon Dieu, j'ai rien à dire », puis finalement, on s'assoit ici, on fait une entrevue, puis on fait 1 heure et quart à parler de leur carrière, de leur parcours, puis on s'en rend pas compte, puis on aurait continué bien longtemps par après. J'ai aussi un sentiment d'accomplissement parce que j'ai fait ce podcast-là dans l'esprit aussi d'inspirer la jeune génération, les RH qui poussent, puis à découvrir qu'il y a des carrières super intéressantes, qu'il y a des gens super intéressants aussi derrière ces carrières-là. Et je reçois des commentaires, je vous lis, je vois des commentaires, des gens qui partagent, qui me disent qu'ils sont inspirés, qui ont découvert quelque chose, qui ont compris quelque chose, que ça les a activés, qui ont fait écouter ce podcast-là à leur boss ou à leurs collègues pour les aider à comprendre quelque chose qu'ils essayaient d'expliquer. Des fois, c'est comme quand ta mère te dit quelque chose, puis tu le comprends pas, mais quand c'est quelqu'un d'autre, ben tu le comprends. Mais c'est le même principe. Ben tant mieux si le podcast Leader RH fait à ça. Je parle de bilan parce que je réécoute les épisodes, je regarde après chacune des rencontres, puis il y a comme des grandes lignes qui se tissent, qui s'est tissé en arrière de chacune de mes entrevues, puis il y a surtout des points communs qui reviennent de plusieurs de nos conversations. Il y a des mots-clés, puis je vous les partage. Il y a toute une notion de saisir les opportunités. Puis je pense que c'est quelque chose que peut-être on n'est pas habitué au RH, puis on est en mode réaction, mais en mode proaction. Tu sais, je pense à Benoît Salvatore, qui sortait de l'école, il se fait appeler pour Salvatore, que c'était pas le groupe qu'on connaissait aujourd'hui. Il se tape 2 heures et demie de route pour venir faire une entrevue de 15 minutes, puis il accepte finalement d'une job de recrutement qui l'amène quelques années plus tard à être DRH, VPRH, maintenant de partir la chaîne Topla, puis de racheter la chaîne Topla. Liliane, qui avait un parcours en théologie, puis en gestion de la dépendance, qui se met en danger, puis qui s'en va comme DRH dans un C3S, qui a jamais été dans ce milieu-là, puis qui apprend, puis qui aime ça, puis qui découvre, puis qui trouve sa voie. Guillaume, on a bien ri avec notre histoire d'appel you have win the free cruise, mais en réalité, il avait gagné une job qui était pas trop sûr, qui a pris ses affaires, s'est en allé dans l'Ouest. Ça l'a amené ailleurs, ça l'a amené à apprendre des choses, puis à se découvrir lui-même, mais aussi à forger sa personnalité puis sa pratique RH. Fait que saisir les opportunités, c'est probablement quelque chose qui ressort dans beaucoup des épisodes. Marie-Pierre aussi, qui est allée travailler à l'étranger et tout ça.
On a parlé aussi beaucoup du côté stratégique. C'est quelque chose que j'entends souvent avec dans mes conversations avec des gens. Ah, les RH, on veut pas être transactionnel, faut être plus stratégique. Comment qu'on fait pour être plus stratégique? Ben, moi, ce que je retiens aussi de mes conversations avec tout le monde que j'ai parlé, c'est si tu veux être stratégique, ça te prend des outils, ça te prend des chiffres, ça te prend de la crédibilité. Annick, chez Logisco, qui dit, personne n'en doute que le comptable, il a son logiciel comptable. Pourquoi moi, faut que je fasse des affaires à mitaine puis à main? Ça me prend mes outils si tu veux que je sois stratégique. Ou quand elle dit, si je veux avoir de la crédibilité auprès de mes équipes de gestion, faut pas que je sois en mode délégué syndical. Faut que je sois la voix de l'employé sans être le perroquet puis répéter les employés. Je suis là pour traduire une stratégie d'affaires de l'organisation. Marie-Pierre aussi qui disait toi, tu as ta spécialité autour de la table. Toi, tes spécialités, c'est les achats. Toi, c'est les finances. Toi, c'est la comptabilité. Moi, c'est les ressources humaines. On est tous là autour de la table pour le bien, puis pour livrer une mission, des objectifs, puis une stratégie d'entreprise. Fais ta job, je fais la mienne. On travaille ensemble pour travailler puis pour faire ça, plutôt qu'à être au service de travailler tous ensemble avec chacun nos spécialités. Ça, c'est vraiment important dans la façon qu'on peut augmenter notre niveau stratégique dans l'organisation, notre propre positionnement. Puis c'est ce que je réalise, c'est pas tant la place qu'on nous donne, la place qu'on prend, puis la place qu'on veut bien prendre. L'autre mot que j'ai appris, c'est clarté. Ben, je le savais, mais de l'entendre de ces personnes-là, quand Kathleen, par exemple, chez Prévost, nous parle de la clarté dans les émotions, de reconnaître qu'on vit une émotion, de la vivre, de ne pas se mettre en mode solution absolument, puis juste de recevoir l'émotion quand quelqu'un vient nous la domper sur notre bureau, ou bien de se mettre en mode « OK, je vis quelque chose, comment je le fais? » Comment la clarté, puis comment on se voit, on s'analyse, on se comprend nous-mêmes, ça va définir aussi la gestion qu'on va avoir de nos conflits, de la relation avec nos collègues, d'amener des employés difficiles, des employés qui sont en situation de difficulté où je dois faire une intervention, d'être clair avec comment nous on est, où est-ce que la personne est, qu'est-ce qu'elle a à nous communiquer comme message. Ça change la façon qu'on fait notre intervention. Clarté aussi, Caroline chez Groupe Morneau qui dit on met l'entreprise libérée, l'entreprise responsabilisante, puis on vient, il n'y a plus d'organigramme hiérarchique traditionnel, il y a des cercles de responsabilité, etc. Écoute, tu te dis, mon Dieu, c'est ésotérique, leur patente, mais quand tu t'y attardes, puis tu comprends que la base de ça, c'est que le monde sont au courant de qui fait quoi. Les gens connaissent leur cercle d'action, connaissent leurs responsabilités, connaissent qu'est-ce qui est attendu d'eux. Que tu sois dans une entreprise avec une hiérarchie traditionnelle plus pyramidale ou avec des cercles, avec des bulles, c'est la base de tout. La clarté dans c'est quoi je t'ai attendu, qu'est-ce que je fais ici, moi, dans cette entreprise-là, c'est quoi que j'amène. Ça, c'est important. Puis ça m'a beaucoup, même moi-même dans mon organisation, c'est devenu un de mes objectifs de l'année de m'assurer que tout le monde a des rôles définis, de clarté dans les descriptions de rôles, le carré de sable, puis puis que tout le monde sache qu'est-ce qui est attendu de tout le monde. La clarté aussi, Marie-Pierre, quand elle parle de, malheureusement, dans notre cycle de vie de RH, des fois, on a à faire des mises à pied. Des restructurations, on est des fois porteur de mauvaises nouvelles. Mais comment, dans notre rôle comme RH, on peut avoir toute l'information requise, comment on peut s'y préparer, comment on peut communiquer ça à nos employés qui vivent un choc important, comment on peut les accompagner, puis comment on peut leur donner de la clarté dans le message qu'on leur donne, puis comment on peut les accompagner là-dedans. Puis de la clarté auprès des survivants, des employés qui restent, des collègues qui n'ont pas perdu leur travail, mais qui vont se retrouver à faire la job. OK, mais qui va faire la job de Monique que vous venez de congédier? C'est-tu moi, on était deux pour faire cette job-là, puis là, on se retrouve ça. Mais si tu n'es pas prêt, si tu t'es pas préparé, puis tu n'as
t'es pas outillé tes gestionnaires à bien communiquer puis à bien prendre soin des gens qui restent après une restructuration, ben tu vas manger une claque, comme on dit. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. L'autre chose que j'ai vue après la clarté, le côté communication, ben là, c'est un mot facile, puis tu sais, on dit « Ah ouais, c'est important de communiquer, puis faut communiquer », mais moi, ce que j'ai vu dans mes entrevues, c'est la communication au sens large. Tu sais, quand Isabelle de Garant nous parle qu'ils ont changé la façon de faire les évaluations pour enlever les notes, par exemple, d'avoir des notes. Mais c'est pas le but, c'était pas de dire ben on met des notes ou on met pas de notes. C'est que ça faisait en sorte que lorsqu'il y avait des rencontres puis d'évaluation, la conversation, la communication qu'on faisait était déviée parce qu'on s'attardait sur la note. C'est un 3, c'est un 4. Moi, je m'attendais d'avoir un 4, mais j'ai juste eu un 3, puis là, etc. Alors que le message qu'on voulait passer à la personne, c'est « Wow, tu fais un super bon travail, continue là-dessus, fais ça ». Mais la personne elle focusait parce que j'aurais dû avoir un 4, mais non. Fait qu'on vient des fois tuer le message en voulant standardiser ou en voulant mettre des choses peut-être un peu trop claires. On passe à côté du message. Fait que quand je vous parle de communication, c'est ce deuxième sens-là de la communication. C'est, je pense à Guillaume. Guillaume, chez Innover, nous parlait que dans une entreprise par le passé, il utilisait le LMS, le logiciel de formation. À la base, il y a plein d'entreprises qui ont ça. On se dit, ben, c'est pour former notre monde. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas pour avoir un message de ton président, présenter ton équipe de direction, de ta présidente, de ta DG, de dire, ben, où est-ce qu'on s'en va comme organisation? C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait telle chose? Des petites capsules vidéo, des petits 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, comme ça, qui est diffusé. Vous avez déjà l'outil, il est déjà là. Fait que la communication, on se dit, la communication, c'est faire des town halls, puis faire des meetings généraux, puis etc., puis tout le monde en veut de la communication, mais des fois, on se casse un peu trop le ciboulot puis dire, il y a des affaires bien simples, on a les outils, une caméra, tout le monde a un téléphone, on se filme, on regarde, puis on va au-delà de « Mon Dieu, je suis bien coiffé, tout ça, j'ai-tu une équipe de production? » Non, je passe le message, puis plus que j'ai de façons de passer mon message, j'ai de façons de communiquer différemment, plus que j'ai de sens, puis j'ai de chance aussi d'atteindre mon objectif. Guillaume nous parlait aussi qu'avant les rencontres globales, de poser des questions à notre monde. C'est pas tout le monde, là. Tu sais, la diversité, là, c'est plein de choses dans l'organisation. C'est des gens qui sont introvertis, extrovertis, qui sont à l'aise de parler devant le public. Pas du tout. On dit, on va réunir tout le monde dans une salle, puis on va faire un message, on va voir une grosse journée, tout le monde, puis là, yo, c'est la grosse activité, puis on fait du team building, puis etc. Des fois, on oublie à quel point ça peut être énergivore pour bien des gens dans notre organisation. Puis on se dit, ben là, ils n'ont pas posé de questions, le monde ne sont pas au micro. Êtes-vous à l'aise, vous autres, à l'université? Quand on retournait à l'université, il y avait un auditorium de 200 personnes. Il y avait-tu tant de monde que ça qui allait au micro poser une question devant tout le monde? Ben, pas tant que ça, hein? Ben, ce qu'il fait, lui, de poser des questions avant, de façon individuelle ou par un sondage, tout ça, pour préparer le message, puis permettre de lire des questions. Hey, c'est une affaire toute simple, mais mon Dieu, que ça peut faciliter la chose, puis rendre la communication plus claire. Puis dire, on a fait de la communication. Ouais, mais comment tu l'as fait? Moi, ce mot-là me parlait beaucoup. L'autre chose qui est venue souvent dans nos discussions, puis c'est un peu pourquoi on fait le podcast Leader RH, on veut inspirer, développer la communauté de Leader RH, puis tirer tout le monde vers le haut. On oublie comment on a un rôle comme Leader RH de développer notre monde.
comment on a... c'est à nous qu'on a de mettre en place les moyens, de croire à nos gens, de leur donner une opportunité. Je vous parlais d'entrée de jeu tantôt, de saisir des opportunités. Ben, saisir des opportunités, des fois, c'est donner des opportunités à des gens. Je pense à Liliane qui parle qu'au Conseil CRI de la santé et services sociaux de May-James, une de tes jobs, lorsque tu es un employé non CRI, issu de la communauté CRI, c'est de former ta relève. Fait que dans ta description de job, c'est de t'auto-congédier pour éventuellement former quelqu'un de CRI qui va prendre ta place. Fait que je comprends que dans son cas, c'est tout qui est institutionnalisé, puis de réfléchir, puis ils ont des méthodes, puis ils ont des choses, mais comment est-ce qu'on est comme gestionnaire? On est-tu à l'aise, nous autres, de poser la question à notre monde? Hey, t'es-tu bien? T'es-tu sur ton X? Faire de la gestion de talent. Des fois, on a peut-être peur de la réponse. On veut pas poser la question, alors que c'est notre rôle. Puis c'est de reconnaître que c'est peut-être chez nous, c'est peut-être ailleurs, mais que le monde a besoin de se développer. Que tu aies des programmes, que tu leur permettes d'avoir des programmes de formation ou pas, juste d'avoir la conversation, puis notre responsabilité de développer le monde. Annick en parle aussi de comment chez Logisco, ils développent la capacité de gestionnaire. Oui, je veux soutenir mes employés, oui, je veux faire de l'expérience employée, mais ça passe aussi par l'expérience gestionnaire. Comment je développe mes gestionnaires pour avoir cette réflexion expérience employée-là? Comment je les accompagne comme RH pour qu'ils, eux, individuellement, prennent en capacité, en expertise puis en aisance à traiter des sujets qui, normalement, devraient, dans bien des entreprises, sont gérés par les RH. Fait que comment tu veux te libérer du rôle puis de la tâche puis de monter ton monde si tu prends pas le temps de monter tes gestionnaires qui sont souvent ta première ligne avec tes employés? Fait que c'est un rôle, c'est comme on dit une pierre deux coups, hein, en tirant tes gestionnaires vers le haut puis en les développant, tu formes d'autres leaders qui font en sorte que tu deviens plus stratégique puis que tu grandis. Fait que ce que j'apprends de cette première saison-là, c'est de saisir les opportunités, d'être plus stratégique, que ça passe pas juste par vouloir être stratégique, d'avoir plus de clarté puis de communiquer des fois différemment, de communiquer mieux. Puis notre rôle qu'on a comme leader de se développer puis de développer notre monde. Le podcast m'apporte beaucoup. J'espère qu'il vous apporte beaucoup, vous aussi. Est-ce que ça répond à exactement tout ce que je m'attendais? Pas vraiment. Ça répond à pas mal plus que ce que je m'attendais en lançant ce projet-là. Ce que je me souhaite, ce que je nous souhaite pour la prochaine année, c'est encore plus de conversations comme on a eu cette année, découvrir des univers différents, des entreprises qu'on, je dirais, mon Dieu, on sait même pas que ça existe, des fonctions différentes, des gens qui, des Québécois qui peut-être ont travaillé à l'étranger, des gens de l'étranger qui viennent travailler au Québec dans des fonctions RH, des départements un peu éclectiques, des fonctions RH un peu différentes, mais qui restent toujours le cœur des organisations. Je nous souhaite aussi à tous qu'on prenne notre place, qu'on réfléchisse à notre rôle comme leader RH et qu'on fasse grandir nos organisations et par le fait même nous-mêmes comme personnes. Je vous souhaite des belles vacances. Je vous remercie d'être là. Si cette première saison a résonné pour vous, vous en avez tiré du bénéfice, n'hésitez pas à partager, à commenter, à inviter des gens à voir. C'est sans que nous, on soit là pour dire « Ah, on regarde les chiffres et tout ça ». On n'a pas fait ce podcast-là pour faire des 100 000 d'auditeurs, tout ça. On a fait ce podcast-là pour que ça soit pertinent, pour que les gens, même si c'est 30 personnes qui écoutent, c'est 10, c'est 20, c'est 500, que les gens qui entendent ça se disent « Ouais, je pourrais faire ça. Ça résonne pour moi, puis ça, je vais améliorer ça, puis je vais changer, puis je vais grandir. » Ouais, c'est ce que je vous souhaite. Bonnes vacances, profitez-en bien, faites un bon bilan, puis on se revoit à la saison prochaine.